Salut et bienvenue pour le film au pif. Bienvenue pour ce nouveau numéro du film au pif où je dois toujours piocher un film au hasard dans les étagères qui sont là ou là, et puis je dois essayer de vous en parler comme ça de mémoire, de vous le pitcher vite fait et de vous glisser quelques anecdotes sur les coulisses du tournage, histoire de vous donner envie de voir le film. Ça va, celle-là maintenant à force, je commence à bien l'avoir. Et comme d'habitude, avant de commencer, je dois faire un petit pari concernant le film que je vais piocher. Et ce soir, je vais changer puisque je vais miser sur un acteur. Et je vais dire que je vais piocher un film avec... alors là... Allez, Will Smith, par exemple. Alors, voyons voir tout de suite si Will Smith va me porter bonheur ou pas. Et on va piocher ce soir par là. Et on va piocher... Captain Sky et le monde de demain. Allez, pourquoi pas. Donc, encore une fois, j'ai paumé mon pari. Hein, Will Smith ou pas Will Smith, ça change pas grand-chose. Alors, Captain Sky et le monde de demain. Alors là, avant de commencer, il faut que je vous prévienne qu'on met les pieds dans quelque chose de tout à fait particulier. Hein, parce que ce film, c'est un véritable exercice de style, un peu comme ont pu l'être des films comme, je sais pas, Sin City, par exemple, ou encore 300, ou peut-être chez nous en France, des films comme Vidocq, je sais pas, peut-être La Ligue des Gentlemen Extraordinaires aussi, ce genre de film qui cherche visuellement à atteindre quelque chose d'autre que un réalisme absolu, comme on peut le voir dans la plupart de tous les films. Là, c'est des films qui sont un peu plus en marge, qui tentent quelque chose de visuel, et donc, tout est construit un petit peu autour de ce concept-là, on va dire. Et Captain Sky et le monde de demain, c'est un petit peu ça aussi. Donc déjà, visuellement, il vaut mieux s'attendre à quelque chose de différent, sinon c'est la syncope assurée. Film américain donc de 2004, d'une durée de 1 heure plus une demi-heure et demie, donc 1 heure 3 quarts, 1 heure 45 quoi, que l'on pourrait classer dans la catégorie des films d'aventure rétro-futuristes. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le concept du rétro-futurisme, c'est-à-dire que en fait on est dans un futur vu depuis le passé. Hein. C'est-à-dire que dans les années 20, années 30, tout ça, ils imaginaient déjà le futur. Et sauf que ça n'a pas toujours évolué comme ils l'avaient imaginé à l'époque, mais donc il nous reste des traces de ces futurs qu'ils ont imaginés, et le film est basé sur un futur donc qui ne s'est jamais produit, mais qui serait pour le passé un futur. Je sais pas si c'est assez clair, mais moi je me comprends. Vous voyez. Alors oui, ça a l'air assez tordu comme concept comme ça, mais finalement les mecs se sont dit, tiens, comment ça se serait passé si le monde avait évolué de telle manière. Et donc ils ont imaginé une histoire qui se passe dans un monde futuriste qu'on n'a jamais connu, qu'on connaîtra jamais, mais c'est intéressant de voir ça comme possibilité, une sorte de monde parallèle qui s'était développé autrement que comme il s'est développé pas pour nous quoi. Vous avez compris. Ce qu'il y a d'intéressant et de particulier avec ce film, c'est que le réalisateur, Kerry Conran, qui n'a pas refait tellement grand chose non plus derrière, finalement c'était presque un one shot pour lui, puisque c'est un film qui est né d'un court métrage qu'il a fait en fait. Il en avait déjà fait comme une sorte de petite bande-annonce de son film, alors sans les acteurs, sans les vedettes, les stars et tout ça, mais il avait déjà fait un petit court métrage avec cette esthétique-là, et je crois que c'est Jude Law qui l'a vu, qui a accroché direct et qui rentre en contact avec lui et qui a accepté de produire le film, en plus de jouer dedans. Donc voilà, Jude Law est en plus producteur sur ce film, en plus de jouer le rôle principal. Voilà. Donc, dans la mesure où le réalisateur n'a pas tellement refait d'autres trucs derrière, on va pas s'éterniser sur son cas, et on va passer assez vite au casting, parce que là, il y a quand même pas mal à dire, à commencer donc par Jude Law, qui donc produit le film et en plus joue le rôle principal du Captain Sky. Donc Jude Law, je pense qu'il est quand même assez connu, on l'a vu dans pas mal de films, on l'a vu notamment qui jouait le rôle de Watson dans la série de films de Guy Ritchie sur Sherlock Holmes, avec Robert Downey Jr. dans le rôle principal, et puis Jude Law, on l'a vu dans beaucoup de films, notamment à ses débuts, dans Minuit dans le jardin du bien et du mal, avec Kevin Spacey, c'est un film de Clint Eastwood d'ailleurs je crois, on l'a vu bien sûr dans Existence, de David Cronenberg, qui est un film dont j'ai pu traiter dans une précédente vidéo du film au pif. Donc je vais vous mettre le lien en attendant qu'elle arrive sur cette chaîne. Et puis bon, enfin voilà, Jude Law, c'était pendant longtemps, ça a été l'un des jeunes premiers, un des beaux gosses du cinéma. D'ailleurs, il joue aussi dans l'Imaginarium du Docteur Parnassus, dont j'avais aussi parlé sur une autre vidéo, je ne sais plus laquelle, qui est un film de Terry Gilliam, et qui est le dernier film de Heath Ledger. Et donc Jude Law avait accepté avec Johnny Depp et Colin Farrell de compléter le casting pour reprendre le rôle qu'avait pas pu finir Heath Ledger, histoire que le film se termine et que les recettes aillent, on va dire, à sa veuve, c'est-à-dire Michelle Williams, qui en plus venait avait une petite fille avec Heath Ledger,
Donc voilà, toutes les recettes des 3 acteurs de complément, on va dire, puisqu'ils ont complété le rôle de Heath Ledger, ont été refilées à la famille, à la gueule, quoi. Et Jude Law, c'était aussi ce robot d'amour, vous savez, dans AI de Steven Spielberg. Bah, c'était lui qui le jouait. Voilà. On va aussi avoir dans le premier rôle féminin Gwyneth Paltrow, qui était aussi à ce moment-là une grosse star. Elle l'est encore, j'imagine. Alors Gwyneth Paltrow, elle a joué, c'est pareil, elle a joué dans plein de films, notamment dans Seven, où elle joue la femme de Brad Pitt. On a pu aussi, bien entendu, la voir dans les Iron Man avec Robert Downey Jr., où elle joue Pepper Potts. Et puis dans tout un tas d'autres films dont j'ai oublié les noms. Je crois Shakespeare in Love aussi. Enfin, voilà, elle a joué dans énormément de gros films, Gwyneth Paltrow, en plus, a priori, d'être sortie avec énormément d'acteurs. Mais bon, ça, c'est un peu des rumeurs de Magazine People, et c'est un peu des trucs qu'on n'est pas trop censé savoir non plus. Comme on dit, cela ne nous regarde pas. À leur côté, on va avoir le toujours excellent Giovanni Ribisi, dont j'avais déjà parlé dans la vidéo sur Avatar, puisqu'il est dans Avatar. Giovanni Ribisi, donc, qui a joué dans des films comme Intuition, qui a joué aussi dans 60 secondes chrono, et qui jouait le frère de Phoebe dans la série Friends. Donc, voilà, pour Giovanni Ribisi, pour le repérer. Et donc, dans Avatar aussi, du coup. Et puis, on va avoir Angelina Jolie, qui joue ici un second rôle, alors que pourtant, à cette époque-là, elle était vraiment sous les feux de la rampe. Je pense que c'est la période la plus importante de sa carrière. C'était vraiment une grosse star à ce moment-là. Je pense même que, a priori, on devait lui proposer quasiment tous les rôles féminins des films. Donc elle avait plus qu'à choisir ce qu'elle voulait faire. Là, maintenant, c'est un peu retombé, hein, forcément, puisqu'elle commence à avoir pas loin de la cinquantaine, je pense. Donc, on sait comment ça se passe. À partir d'un certain âge, on leur propose moins de trucs. En plus, il faut bien aussi reconnaître qu'il y a quand même beaucoup moins de trucs à proposer. Les rôles sont vachement moins intéressants. Mais là, elle est arrivée à un moment où il y avait plein de rôles à prendre, dont notamment le rôle de Lara Croft dans la série des Tomb Raider. Bon, la série, elle en a fait que 2, mais bon, elle a quand même marqué le rôle, puisqu'il était même question à un moment donné que dans les jeux vidéo, le personnage de Lara Croft prenne ses traits. Je crois que ça n'a pas été fait, mais ils en ont longuement parlé. Et du coup, bah, elle a bien marqué le rôle. Et puis, elle a joué dans plein d'autres trucs, dont notamment Monsieur et Madame Smith avec Brad Pitt, puisque à ce moment-là, je crois même qu'ils se sont rencontrés sur ce film et qu'ils sont tombés amoureux sur ce film, puisque lui, Brad Pitt, il était avec Jennifer Aniston à ce moment-là, et que bah, le fait qu'il ait joué dans ce film avec Angelina Jolie, ça a pété leur couple. Et puis après, on sait ce qui s'est passé, il s'est mis avec Angelina Jolie, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, ils en ont adopté, etc., etc. Mais cela ne nous regarde pas, hein, toujours. Un petit mot sur la musique de ce film que personnellement je trouve absolument génial. Le thème composé par un certain Edward Shearmur, que je connaissais pas, je connais toujours pas plus que ça d'ailleurs, mais clairement il a trouvé un thème pour ce film qui est vraiment, enfin voilà, personnellement je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut. Ça aurait pu être le thème d'Indiana Jones même presque, tellement il est bien trouvé ce thème. Il y en a même peut-être qui diront que la musique est mieux que le reste du film. Moi je trouve pas, parce que j'aime le tout bien sûr, mais là ouais c'est vrai que cette musique elle est vachement bien, le thème il a tendance à rester dans la tête, quoi. Clairement, bien trouvé, bravo. Et donc l'histoire nous transporte durant les années 30, mais donc comme je le disais, des années 30 rétro-futuristes, c'est-à-dire des années 30 qui auraient été vues depuis le début du siècle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les mecs en 1900, ils s'imaginaient que dans les années 30 ça allait être comme ça. Et donc on part de ce principe-là et on se retrouve dans des années 30 qui sont un peu plus futuristes que telles qu'elles ont été dans la réalité. Et on est dans cette époque-là où il se trouve qu'apparemment il y a une vague de grands scientifiques qui disparaissent les uns après les autres, et il en reste un qui sait qu'il va pas tarder à disparaître aussi, puisqu'il, comme tous ses collègues, il va se faire enlever, et qui apparemment aurait peut-être une piste. Et il va remettre sa piste à une journaliste très célèbre, qui s'appelle, je sais plus comment d'ailleurs elle s'appelle dans le film, mais c'est Gwyneth Paltrow qui joue la journaliste. Je sais plus du tout son nom. Polly Perkins, elle s'appelle. Donc vous voyez que c'était pas loin de Pepper Potts non plus. J'ai failli confondre. Sauf que ce scientifique qui vient pour remettre l'épreuve à Polly Perkins et lui dévoiler l'identité de celui qui est derrière tout ça, un certain docteur Totenkopf, eh ben il s'y prend un petit peu tard, puisque en fait les armées du docteur Totenkopf en question sont déjà en train d'envahir la ville de New York et de tout ravager sur leur passage. Et là on parle d'une armée d'immenses robots, alors pareil, au look très rétro-futuriste, tout ça fait très steampunk un peu presque, hein. Et donc ils sont en train de tout casser dans la ville, parce que je suppose qu'ils sont à la recherche du dernier scientifique qui se cache dans New York. Et la situation devenant a priori assez grave et incontrôlable, les autorités vont pas avoir d'autre choix que de faire appel au Capitaine Sky et à ses forces aériennes armées.
on va dire. Parce que le Capitaine Sky, en fait, donc le héros du film, joué par Jude Law, c'est une espèce de super-héros du ciel, à bord de son avion, c'est un super pilote, et voilà, quand on fait appel à lui, il débarque, et en général, il a tendance à régler les problèmes assez rapidement. Il va donc débouler avec son avion à fond dans les rues de New York pour tenter d'éliminer le plus possible de robots ennemis, mais pas seulement, puisque apparemment le docteur Totenkopf a aussi envoyé une espèce d'armée aérienne composée de, on ne sait pas trop ce que c'est à moitié des avions, à moitié des vaisseaux, à moitié des drones, on ne sait pas trop ce que c'est. En tout cas, c'est apparemment eux qui relaient les signaux radio pour que tout ça se coordonne. Voilà. Donc lui, Capitaine Sky, avec son avion, il va éclater un petit peu tout ça, enfin le plus de monde possible. Et puis essayer de sortir les autres de la ville en les emmenant un petit peu plus loin. Une fois la bataille terminée, Polly Perkins va rendre visite au Capitaine Sky dans, on va dire, ce qui s'apparente à leurs entrepôts de forces armées. Voilà, c'est-à-dire là où ils gardent les avions et tout ça. Et d'ailleurs, ils ont récupéré un exemplaire des gros robots pour que le personnage de Giovanni Ribisi, qui est un peu le Q de Capitaine Sky, donc c'est-à-dire le mec, Monsieur Gadget un petit peu, va analyser ce robot et essayer de comprendre comment il fonctionne. Et donc Polly Perkins vient rendre visite à Capitaine Sky en lui expliquant qu'elle a en sa possession quelques preuves de la personne, l'identité de la personne qui est derrière tout ça. Et peut-être même de quoi remonter jusqu'à lui et le stopper, en quelque sorte. Sauf qu'elle n'accepte de lui livrer ses renseignements qu'à une seule condition, c'est de venir avec lui en tant que reporter sur le terrain pour avoir le scoop, naturellement. Et comme a priori, ils ont déjà un passif tous les deux, et ce serait plutôt un passif d'ordre sentimental, Captain Sky, il n'est pas trop chaud pour accepter la proposition de Polly Perkins. Parce qu'il n'a pas tellement envie de se taper le voyage avec son ex, qui va lui, on va dire, gentiment, lui péter les bonbons, quoi. Mais comme leur QG va être attaqué et que son ami joué par Giovanni Ribisi va être enlevé, ainsi que le dernier scientifique, Captain Sky, il va pas tellement avoir le choix d'accepter la proposition de Polly Perkins, en fait, s'il veut retrouver son ami et sauver tous les scientifiques et tout ça, quoi. Et le monde, au passage, parce que c'est quand même l'avenir du monde qui est en jeu, accessoirement. Et donc, les voilà partis avec Polly Perkins sur les traces du mystérieux docteur Totenkopf, qui semble de plus en plus leur échapper à mesure qu'ils s'en rapprochent. Ça agace. Ça, quand tu t'approches d'un truc et que tu as l'impression que ça s'éloigne de plus en plus. Ça énerve. Surtout quand t'as envie de pisser. Enfin bref. Vont donc s'en suivre toute une succession de scènes d'aventure, un petit peu à la manière de Indiana Jones ou de James Bond, qui vont les amener sur les traces du mystérieux docteur Totenkopf. Et moi, je vais m'arrêter là, parce que c'est pas la peine que je vous en dise plus, sinon je vais vous dévoiler tout le film. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le film Captain Sky et le monde de demain, en espérant que ça vous aura donné envie de le voir. Mais je tiens quand même encore une fois à vous rappeler que visuellement, c'est très spécial et c'est une expérience. Ne vous attendez pas à voir un film normal. C'est-à-dire que là, vous le savez, ne dites pas après, ah ouais, mais t'as vu, c'est pas très beau et tout. C'est pas que c'est pas très beau, c'est qu'il y a une recherche esthétique assez spéciale. On a l'impression que le film a été tourné en noir et blanc, recolorisé, et c'est voulu parce que ça va avec le concept du film qui se passe dans les années 30. Donc on essaye de coller un petit peu à l'esthétisme, un peu comme par exemple ils avaient pu le faire sur OSS 117, en essayant vraiment d'imiter les films des années 60, les premiers James Bond et tout ça, donc avec la même qualité d'image, avec les mêmes chorégraphies de combat, tout ça. Pareil pour The Artist, où vraiment ils avaient vraiment essayé de faire un film muet qui corresponde le plus possible à ce qui se faisait dans les années 20 où il n'y avait pas encore le cinéma parlant et tout ça. Donc là, on est presque dans ce côté-là, dans cette recherche artistique-là, mais il y a quand même une bonne histoire d'aventure derrière et de quoi vraiment passer un bon moment. Donc tout ça crée une impression un peu spéciale et soit on va aimer, soit on va pas aimer. Et moi personnellement, j'aime beaucoup. C'est tout à fait ce que je recherche au cinéma. Quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc ma note pour ce film, je vais lui mettre un bon 18, parce que déjà je veux saluer l'effort artistique, d'essayer de créer quelque chose de tout à fait unique, et pour moi c'est réussi, ce film visuellement il est unique, et c'est ce que j'aime aussi au cinéma, j'aime être surpris visuellement. Alors des fois, je suis d'accord, ça marche pas, par exemple avec Vidoc, j'avais dit que moi j'avais pas trop apprécié, j'avais trouvé ça assez moche, malheureusement, mais j'avais quand même salué le geste d'essayer de faire quelque chose de différent. Mais là, je trouve que sur Captain Sky, pour moi, c'est réussi, ça me plaît, j'aime bien ce que je vois, et en plus de ça, il y a quand même un bon casting, de très bons acteurs, avec un scénario qui est quand même bien ficelé aussi, qui nous offre pas mal de scènes d'aventure, on s'ennuie pas,
On rigole bien aussi parce qu'il y a pas mal de bonnes vannes et de bons quiproquos, notamment entre Jude Law et Gwyneth Paltrow. Donc tout ça fait que c'est un bon divertissement et doublé en plus d'une recherche esthétique, quoi. Donc pour moi c'est 18. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Captain Sky et le monde de demain. Je trouve dommage qu'ils aient quand même pas essayé d'en faire au moins un de plus, peut-être deux, parce que des fois il n'y a pas que le pognon qui compte, il y a aussi la recherche artistique, et puis là je trouve que de ce point de vue-là, il y avait quelque chose de nouveau d'offert. Ça aurait peut-être valu le coup de tenter d'en faire 2, 3, histoire de voir si le public allait s'adapter un petit peu à ça et allait finir par accrocher au concept. Parce qu'il est possible que des fois, sur un seul film, ça suffise pas pour faire fonctionner le truc, quoi. Et puis il est possible que les gens auraient préféré la suite parce que le scénario aurait été encore meilleur et l'aventure aurait été encore plus palpitante et qui sait en fait, voilà, bon, je sais pas. Ou alors peut-être c'était juste un one shot et c'était prévu comme ça, j'en sais rien, mais c'est dommage quand même qu'il n'y ait pas au moins 2, 3 films qui soient un petit peu vraiment dans cette veine-là, visuelle quoi. Sur ce, il me reste plus, comme d'habitude, qu'à remercier tous ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère encore et toujours qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à partager, à en parler autour de vous, histoire de faire grandir la chaîne, à liker bien sûr. Et puis moi je vais vous dire à bientôt pour un prochain numéro du Film au Pif. Tchou!